Donc, nous recevons Jouy Chuntung. Jouy Chuntung, qui est une personne que j'ai eu l'occasion de rencontrer à Taïwan et qui vit entre la France et Taïwan et la Chine, donc. Et Jouy est la maman de Sarah qui est en train de faire un doctorat tout à fait remarquable et qui nous aide là depuis déjà 6 mois dans nos réflexions globales sur les écosystèmes innovants. Et puis on a aussi la venue pour cette réflexion sur la culture chinoise, le confucianisme, le taoïsme, de Camille Gauthier. Est-ce que Camille, tu es bien là? Oui, je suis bien là. Bonjour à tous. Bonjour Camille. Donc merci. Je sais que tu me disais pas plus tard qu'hier que c'est comme Benjamin Rodier, le travail de préparation sur la Chine t'a complètement subjugué et que tu as passé des heures et des heures, des nuits et des jours à travailler pour préparer ta présentation. Merci à tous les deux. N'en faisons pas trop. Mais oui, c'est un sujet passionnant, effectivement. Vous avez tous les deux beaucoup travaillé pour préparer cette présentation. Et plus une présentation est synthétique, plus il faut du temps et de la préparation. Alors, sans délai, je te donne la parole. Peux-tu te présenter? Tu as déjà un parcours passionnant malgré ton jeune âge. Donc, peux-tu nous en dire un peu plus? Écoutez, oui, avec plaisir. Je vais faire quand même rapide pour qu'on puisse se concentrer sur l'essentiel, mais pour faire simple, moi j'ai une quinzaine d'années maintenant de travail derrière moi sur les questions de développement durable, d'action dans la complexité, avec du travail sur les questions beaucoup d'agilité et de prospective, qui m'ont amené petit à petit à essayer de diversifier en fait les regards que je pouvais avoir sur l'action et la façon d'interpénétrer l'action et la réflexion. Dans ce cadre-là que assez rapidement j'ai croisé le chemin de la culture chinoise. Donc je ne suis pas un spécialiste absolu, mais qui de fait a pas mal croisé mon chemin. Et petit à petit, j'ai commencé à réfléchir à la façon dont justement l'action dans la culture chinoise, et notamment dans ses racines un peu profondes taoïstes, était pensée, et dont ça pouvait nous donner des guides intéressants pour diversifier, on va dire, notre façon de penser aujourd'hui les solutions dans un monde complexe. Et c'est pas mal sur cette base-là qu'on a pensé cette présentation avec Jouy. Merci beaucoup, Camille. Je pourrais partager? Oui. Jouy, peut-être, Jouy, je sais que tu es très modeste, mais en fait, tu as un exemple même de mandarin chinois, en mandarine chinoise, avec ton magnifique manteau rouge de mandarin. Donc, veux-tu dire 2 mots, malgré que je sache que les taoïstes disent celui qui sait ne parle pas. Donc, je trouve que tu fais tout à fait taoïste parce que, Jouy, tu as tendance à ne pas parler, bien que tu saches beaucoup. Bonjour tout le monde. C'est beaucoup dit que je suis taoïste. J'ai habité en France depuis pas mal d'années et comme je suis d'origine taïwanaise, ça me permet de connaître deux cultures européennes et chinoises. Aussi l'esprit ouvert, la réflexion corporelle. Ça, c'est un avantage. Merci beaucoup. Alors peut-être, Camille, peux-tu mettre ta caméra pour qu'on te voit? Ça sera plus agréable. Très bien. Si tu acceptes. Ah ben voilà. Avec joie. Serait-il possible que je partage mon écran également? Oui, c'est possible. On te verra et tu peux partager en même temps. Alors Camille n'est pas indien, mais très souvent, quand on voyage en Inde, on voit des visages similaires à lui. Et on avait fait un séminaire ensemble, Trouver son génie. Et il m'avait dit, j'aimerais bien partir en Inde. Et effectivement, en le regardant, on avait vraiment l'impression qu'il arrivait de l'Inde. Il y a beaucoup de pays où, à partir du moment où c'est vers le sud ou vers l'est, où effectivement, je peux me fondre physiquement dans la culture. Alors, la réincarnation était au cœur de l'Inde. Sans doute, tu es une réincarnation d'un singe. Certainement.
Je vous propose de se lancer sur ce sujet en fait du taoïsme et du confucianisme, de voir en fait comment cette trame de la culture chinoise traditionnelle peut être un éclairage intéressant pour la Chine contemporaine. C'est vrai qu'en réfléchissant, on s'est demandé un peu comment aborder ce sujet-là, parce qu'on est évidemment sur des sujets qui sont presque sans fond de complexité et de profondeur même historique. Et l'idée, c'était vraiment d'essayer de donner quelques éléments de synthèse. C'est ça le grand enjeu d'éclairage sur ces deux grandes, on va dire, familles philosophico-religieuses pour permettre de voir comment est-ce que ça pouvait rentrer en résonance finalement avec les incompréhensions ou compréhensions qu'on pouvait avoir aujourd'hui de la civilisation chinoise et du présent de ce pays qui est la Chine, qui contribue fortement à l'avenir de l'humanité. L'idée du coup, ok, l'objectif du coup dans tout ça, c'est de rendre apparent une partie du substrat en fait, donc de la représentation du monde chinoise. On est bien dans une approche paradigmatique où il va y avoir un double enjeu, c'est d'un côté adopter le regard chinois pour faire davantage sens et cohérence de ce qu'est la Chine, et le deuxième, c'est de comprendre davantage aussi notre culture par cet aller-retour un peu miroir dans l'altérité. C'est toujours intéressant de déconstruire ses propres partis pris pour comprendre finalement, en se confrontant à l'altérité, où est-ce que nous on en est et où est-ce que finalement il y a des choses qui pourraient nous avoir échappé. Un petit point préalable, on va beaucoup se concentrer sur le taoïsme et le confucianisme, mais en général, on parle des trois enseignements en fait, dans la tradition chinoise. C'est-à-dire qu'il y a aussi le bouddhisme qui fait pleinement partie du fond culturel. Là, on a pris le parti, comme c'était les deux courants de pensée spécifiquement chinois, de se concentrer sur le taoïsme et le confucianisme. Mais il y a clairement une influence croisée entre les trois. Et d'ailleurs, il y a cette citation d'un empereur de l'époque Ming qui dit les trois enseignements sont un. Et il y a l'imbrication aujourd'hui au quotidien de ces trois dimensions en permanence. Et Zoé, je crois que tu voulais en dire un mot. Oui, parce que on dit que le mot religion n'est vraiment pas utilisé en Chine et la religion n'existait pas. Ça veut dire que ces trois philosophies, trois courants de pensée, il est encore existé chez nous, mais dans le sens, c'est pour aider à mieux vivre dans les différentes situations de la vie quotidienne. Ce n'est pas doctrine ou une sens absolu. Par exemple, en Asie, on voit ces deux figures personnelles, par exemple Confucius, Bouddha ou Lao Tzu. On peut le présenter dans le même hôtel de tombe. Et ça ne gêne pas, ça ne dérange pas avec ça. On le vénérait tout également. Une autre sens, c'est que comment on lit le canon libre depuis 2000 ans, et puis toutes ces choses-là, on a déjà assimilé dans notre vie quotidienne. Il faut le voir comment ces trois courants de pensée sous angle de pragmatique. Par exemple, taoïsme, comme vous savez, il nous aide comment l'hygiène de la vie, environnement, vous avez tout connaissez, la médecine chinoise, feng shui, etc. Et si vous avez besoin d'emménager votre maison, vous demandez à un taoïste, maître taoïste vous donnez pour chasser le mauvais esprit, pour remettre tout en l'ordre, pour qu'il soit le bon angle qui défile dans votre maison. Et si c'était bouddhiste, le bouddhisme, je pense que Benjamin Rotier de Fukouti, il s'intéressait à la vie au-delà, parce qu'on est enfermé dans le cycle karma, répétition, et ça entraîne dans une répétition de souffrance. Il faut sortir ça. Il nous offre la méditation, la prière, les rites pour pouvoir atteindre un autre niveau spirituel, chercher la vie éternelle. Okay. S'il s'agit de Confucius, c'est l'art de vivre ensemble. Confucius, c'est un courant qui cherche à réaliser l'harmonisation du monde par la solidarité, par l'amour, par la bienveillance. Le courant maintenant qui est présent dans toutes les horizontales de notre vie, économie, sociale, politique. Voilà.
Ok, on va creuser. Je ne sais pas de votre côté s'il est possible de vous rapprocher du micro pour les prochaines interventions. On vous entend d'extrêmement loin. Enfin, désolé, on t'entend de très loin. Ok, du coup, effectivement, on voit que tout ça est très entremêlé à la fois dans la vie quotidienne où les différentes croyances peuvent se croiser au sein d'un même temple et aussi dans la façon dont les gens vont penser quelque part leur vie. Pour autant, on a essayé de détricoter, on va dire, l'entrelabe pour essayer de voir qu'est-ce qui est profondément taoïste au départ, qu'est-ce qui est profondément confucianiste. Et derrière, on pourra refaire la synthèse en finalisation. Alors, privilège de l'âge, on va commencer par le taoïsme, qui est clairement le plus ancien, dans lequel, en fait, le point de départ est le Tao. Alors, le Tao, c'est quoi? C'est quelque chose qui est assez difficile à approcher. Du coup, on va vous donner différents éclairages dessus. Le premier étant l'idéogramme. L'idéogramme Tao, pour se dire, bah, tiens, déjà au départ, comment est-ce que dans sa propre écriture, la Chine a capté ce concept? Et là, on voit qu'il y a deux parties. Il y a la partie de gauche qui, en fait, symbolise un chemin. C'est en fait une espèce d'entrelac on va dire, croisée de chemin, de virage, etc. Et à droite, on a une tête supposément échevelée qui serait celle d'un sage. Et donc, en fait, c'est le chemin de la sagesse. Donc, c'est le chemin vers lequel on va quand on cherche la sagesse. C'est le chemin qui amène à la sagesse. On peut l'interpréter de plein de façons différentes. Et disons que l'idée, c'est qu'on est dans un chemin dans la direction du mouvement, de la vie, de la sagesse. Et là où ça va être un peu compliqué, mais quelque part, l'idéogramme, enfin la partie de gauche extrêmement entrelacée, nous l'indiquait déjà, c'est qu'en fait, on n'est pas du tout sur un chemin tout tracé avec des étapes très claires et analysées et qui sont simplement à suivre selon un plan préétabli, mais on va être davantage sur quelque chose qui va être très sinueux et un peu plus compliqué à comprendre, avec l'idée que finalement, le Tao est plus un mystère qu'une voie toute tracée. Et ce qui illustre bien ça, c'est ce qu'on appelle le Tao Te Ching, qui est donc le livre fondateur, on va dire, du taoïsme, en tout cas le livre de référence, supposément écrit par Lao Tse, l'espèce de vieux sage, c'est la traduction littérale que vous voyez en bas à droite, qui en fait est un personnage a priori mythique qui aurait vécu en même temps que Confucius aux alentours du 7e, 6e siècle avant Jésus-Christ, et qui en fait a produit cette espèce de recueil d'aphorismes. J'ai mis le chapitre 1 pour que vous voyez un petit peu la tonalité pour ceux qui n'ont jamais lu, avec peut-être la première phrase qui est emblématique de tout ce qui va suivre. La voix qui peut être exprimée par la parole n'est pas la voix éternelle, le nom qui peut être nommé n'est pas le nom éternel. Voilà, on est sur des aphorismes qui ressemblent beaucoup à des paradoxes et qui ont appelé en fait de multiples interprétations dans la pensée occidentale. Est-ce qu'on est sur quelque chose de l'ordre mythologique, mystique, philosophique, métaphysique? Est-ce que c'est un manuel de perfectionnement de soi? Il y a plein de degrés de lecture qu'on peut avoir et finalement, ça ne rentre pas vraiment dans nos conceptions à nous, la façon dont on va aborder les choses, puisqu'on n'a absolument pas de définition du Tao en tant que tel. Et quelque part, Lao Tse s'en était un peu rendu compte, puisque chapitre 70, il dit « Mes paroles sont faciles à comprendre, pourtant personne au monde ne les comprend ». Et du coup, on va essayer de creuser ensuite un peu cette espèce de paradoxe et la façon dont on peut malgré tout essayer de se donner une compréhension de ce qui est derrière le Tao. Et je crois, Zoé, que tu voulais dire un petit mot sur Lao Tse auparavant. Oui, et je vais compléter avec de façon plus simple. Lao Tse est toujours présenté dans la population chinoise. Tao Te Ching, je pense que c'est un livre qui est plus connu mondialement dans le monde. Dans le Tao Te Ching, Lao Tse a raconté l'origine de l'univers et il explique comment la nature et ses 1000 êtres s'est développée. Pour Lao Tse, la loi de nature et de l'univers doit nous inspirer dans la manière de vivre. Par exemple, si on parlait de gouverner, Tao est là. C'est une autorité absolue qui est déjà là. C'est pour ça, lorsqu'il s'agit de gouverner, il s'agit de non agir. Ça veut dire qu'on laisse faire, laisse le Tao, cette efficacité et sa puissance se déployer. Et, Tao, univers, comme on parlait, univers du cosmos qui se renouvelle sans cesse en transformation silencieuse. Et l'homme, devant Tao, nous sommes infimes. C'est pour ça là, je dit, il faut se tenir humble. Comme il dit, si tu ne savais pas, il ne faut pas tu parler. Hein? Et puis, le Tao qui nous apprend de vivre avec toute simplicité
en harmonie avec la nature. Je pense que en français, vous avez beaucoup d'expressions. Et nous Chinois aussi, c'est toujours inspiré avec la parole du taoïsme, parce qu'il parlait de la nature, où toutes les situations, il y a des retournements dans notre vie. Et tout est néfaste, tout est catastrophe, tout est malheur, ce sont des passagères. Et même la mort, c'est se générer. Et il y a une autre vie recommande. Ça, c'est le sens de taoïsme. Voilà. Du coup, tu as déjà dit beaucoup de choses, mais je vais quand même et du coup essayer de rassembler tout ça. En fait, du coup, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a vu que le Tao, c'était donc un chemin vers la sagesse qui n'est pas forcément perceptible au sens classiquement, on va dire, mental, intellectuel, occidental. Et le point d'entrée, finalement, c'est une espèce de paradoxe fondamental dans lequel il faut plonger pleinement, sans quoi on ne peut pas vraiment percevoir ce qu'il y a derrière ce concept de Tao. C'est que finalement, le Tao qui est partout, qui est la vie même, est complètement impossible à appréhender ou à connaître. Et ça, c'est le point d'entrée, en fait, de beaucoup de la philosophie chinoise qui va venir avec le taoïsme. En fait, l'origine de tous les éléments et êtres de l'univers se trouve dans le Tao qui est intangible, permanent. Donc, c'est vraiment une réalité absolue, mais qui est ineffable. On ne peut pas le dire, on ne peut pas le percevoir, il n'y a rien à comprendre, juste à être et vivre en accord avec ça. Donc, c'est en quelque sorte une espèce de flux de vie, de flux de flux de Tao, en fait, qui est autour de toute chose, qui va être une espèce de trame de l'univers et de son déploiement, mais sur lequel, en fait, on ne pourra pas avoir de niveau de compréhension. Et finalement, du coup, la vie est une succession de changements naturels auxquels il ne faut pas résister. Et en fait, là où c'est un paradoxe qui n'en est pas tant que ça, mais là où il y a quand même un petit début de paradoxe, c'est que cette espèce de transcendance absolue va déboucher, mais un peu comme ce que disait Satyavir sur Benjamin Rodier sur la question indienne, va déboucher sur une immanence et un pragmatisme qui sont quelque part tout ce qui reste face à ce côté inaccessible total du Tao. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a cette espèce de flux qui nous dépasse, et face à ça, on va être contraint, ou on va le faire de plein gré, mais en tout cas, la réponse va être de revenir dans une réalité absolue, puisque de toute façon, ce qui nous transcende ne nous est pas accessible. Et donc, on va plutôt être sur quelque chose qui va être soit content de ce que tu as, réjouir la réalité de la vie telle qu'elle est. On va chercher en fait à vivre selon la nature des choses. Et c'est là où on voit une différence assez majeure avec beaucoup de spiritualité occidentale. C'est qu'une des grandes quêtes du taoïsme, ça va être de chercher la vie éternelle, la longévité. Il n'y a pas de vie après la mort, il n'y a pas de transcendance à aller chercher un endroit. Non, on va chercher à rester le plus longtemps possible dans cette vie-là. Et la quête de longévité a été une des quêtes fondamentales du taoïsme. Et du coup, pour s'inscrire dans l'ordre des choses avec humilité, il y a un certain nombre d'éléments qui vont jaillir, du coup, de sagesse et d'humilité, mais Zoé en a parlé, d'harmonie des contraires, toutes ces histoires de yin-yang qu'on peut croiser de manière plus ou moins folklorisée, mais il y a vraiment cette idée d'être en permanence dans une harmonie des contraires avec des nuances de gris bien davantage que du blanc et du noir. Une place essentielle qui est donnée au vide, qu'on retrouve justement dans le Tao. Hein. Le Tao, c'est aussi le nom qu'on donne à cet emblème qui mélange le yin et le yang. Le vide est nécessaire pour permettre la circulation de l'énergie, pour permettre l'émergence de la vie. Donc c'est aussi quelque chose qui est important. Et il va y avoir cette recherche du temps faible, cette recherche du fait de se mettre à l'écart de la vie, d'être capable de se mettre au rythme de la nature sans nécessairement avoir du plein en permanence. Et Jung finalement résume ça en disant le Tao est une union irrationnelle des opposés, un symbole de l'être et du non-être. C'est là où on voit cette espèce de compensation, co-construction quelque part de ces deux dimensions-là. Et un élément clé pour finir qui va aller avec ça, c'est comment est-ce qu'on agit finalement dans un monde pareil. Et ben, il y a le Wu Wei, vous avez peut-être déjà entendu parler, l'agir sans agir, qui est finalement l'idée que souvent c'est mal interprété comme le fait de ne pas devoir agir. En fait, c'est juste agir sans forcer les choses. C'est-à-dire agir en se conformant à l'ordre naturel. Et finalement, comme c'est l'ordre naturel, on est plus dans on va dire, une idée de glisser dans le flux du Tao, plutôt que d'agir pleinement en forçant les choses avec un peu cette dimension héroïque qu'on trouve beaucoup dans la pensée occidentale. Et du coup, il n'y a pas le grand homme, il n'y a pas le déploiement égotique dans l'action qui va contre l'ordre des choses, qui réussit à renverser l'ordre établi, etc. Là, on est bien au contraire sur quelque chose qui est beaucoup plus fluide. Parfois, on parle de surfer, voilà, surfer le Tao, ce genre de choses. C'est ça l'idée, cette idée de flux dans lequel on se glisse.
Merci beaucoup. J'ai pas fini. Où sommes-nous là? Je continue. Donc, ce regard sur le monde, en fait, qui tire ses racines des chamanismes antiques, a profondément marqué le monde chinois. Et en fait, on peut dire que ça se cristallise dans 3 éléments principaux. Un, on pourrait dire du coup une essence de la vie taoïste. En fait, on a une espèce de mystique quiétiste. Alors, ce qu'on met derrière ça, c'est que finalement, l'âme parvient, quand elle parvient à s'unir avec un principe supérieur, ici c'est le Tao, elle se trouve dans un état de repos parfait. Il n'y a plus rien à faire, en fait, il n'y a plus rien à vivre, on est juste bien. Et en même temps, une éthique libertaire, c'est-à-dire qu'il y a la volonté de ne pas faire partie d'un ordre social qui, par nature, nous oblige à sortir du Tao. C'est pour ça qu'on voit un peu cette figure de l'ascète qui vit dans sa montagne, voilà, de préférence embrumée et surplombant une espèce de rivière serpentant à l'horizon. Et en fait, il y a vraiment cette double dimension. Et dans les mots d'Isabelle Robinet qui sont assez intéressants, on dit que finalement, l'obtention ou le fait d'incarner le Tao est accompagné d'un sentiment de quiétude et de plénitude, de vacances, parce qu'il n'y a rien d'obtenu, et c'est de là que vient la quiétude. Et finalement, le mouvement, c'est de revenir en arrière, de revenir sur soi, vers l'essentiel qui est en soi et qui est cette connexion au flux de ce qui est. Et du coup, à la différence de la conception occidentale, le monde n'appelle pas d'amélioration, il n'y a rien à y changer. Et finalement, on est là simplement pour parachever le monde en unissant le ciel et la terre, en étant justement en phase avec tout ce qui est. Il y a un certain nombre d'arts et de pratiques d'inspiration taoïste qui, aujourd'hui, donc c'est la deuxième cristallisation, continue à faire vivre cette, on va dire, cette vision du monde en Chine, que ce soit par la calligraphie, la peinture naturaliste, la médecine chinoise ou le feng shui. Et troisième point de cristallisation, il y a un art de l'action qui a été développé justement dans le flux du Tao avec Sun Tzu et l'art de la guerre qu'on cite souvent. Quelques mots là-dessus parce que c'est quand même extrêmement intéressant, notamment on parlait des méthodes agiles tout à l'heure quand on parlait du Japon. Extrêmement intéressant de voir comment elles ont pu être inspirées aussi par cette vision-là. Et en fait, les éléments clés pour comprendre l'art de l'action dans le flux du Tao, c'est modélisation et maturation. On va dire que schématiquement, dans la pensée orientale, enfin dans la pensée occidentale, pardon, on est dans la modélisation, c'est-à-dire qu'on pose un modèle, un idéal, qu'on va essayer de faire rentrer dans la réalité. La pensée orientale de l'action, quand elle est taoïste, va être au contraire dans une logique de maturation, qui va être une logique de tirer parti d'une situation, de faire grandir son potentiel. On est vraiment dans cette logique de j'ai une situation, une configuration, le réel, qui n'est pas un modèle, et je pars de là. Je détecte son potentiel, je vois ce qui est là, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qui est fécond, qu'est-ce qui est favorable. Et du coup, mon travail, ça va devenir d'aménager des conditions, de sorte que l'effet recherché découle tout seul. Un exemple qui est donné, si l'ennemi arrive uni, commencer par le désunir. En fait, on va en permanence réfléchir à ce qui se passe dans la situation, repérer les points délicats ou les points au contraire féconds, essayer de pousser dessus. Et finalement, là-dedans, dans la pensée chinoise, tout n'est qu'effet du contexte présent. Et pour vous donner un exemple, même le courage et la lâcheté, en fait, sont des effets de la situation, plus que des défauts ou des qualités des sujets. Il n'y a pas de question du sujet comme ci ou comme ça. On dit, ben non, en fait, quand on a, voilà, quand par exemple, je crois que c'est Ulysse qui brûle les bateaux au siège de Troie, ça, dans la pensée chinoise, ça aurait pleinement du sens pour donner du courage aux hommes qui n'ont plus le choix que d'être courageux. Et du coup, le courage est un effet de la situation et absolument pas la caractéristique profonde des hommes. On ne va pas réfléchir comme ça. Et du coup, le rôle du stratège, c'est faire croître le potentiel de la situation jusqu'à ce qu'il n'y ait plus besoin de se battre pour remporter la victoire. Et ça peut être intéressant de regarder un peu la politique étrangère de la Chine aujourd'hui pour essayer de se demander s'il n'y a pas des petits éléments comme ça qui sont disséminés de ci et de là. Et d'ailleurs, peut-être un dernier exemple avant de passer au confucianisme, Mencius, qui est un disciple de Confucius, en fait, disait toujours qu'une situation... On m'entend mal? Il faut que tu parles un peu plus fort. Ton micro. D'accord. Et ça va mieux là? Alors attention, parce que le temps est en train de passer. C'est très important ce que tu dis, mais on est très court sur le temps maintenant. J'avance. Ok. Du coup, le confucianisme, je passe l'exemple de Mencius. En fait, le point de départ est totalement différent. Ici, là, on est sur la deuxième grande pensée chinoise. On n'est plus en fait sur un commencement un peu mythique, mythologique du Tao, où on va au fin fond immémoriaux de la pensée chinoise. Là, en fait, au commencement, on est vraiment ancré dans une époque, une phase de décadence, où en fait, Confucius, lui partant du constat qu'on ne peut pas simplement vivre avec les oiseaux et les bêtes sauvages, vous ferez la référence vous-même au taoïsme, il va s'atteler à définir comment vivre en bonne société avec ses semblables et poser en fait tout un système rituel et une vision à la fois morale et sociale qui est capable de remédier selon lui à la décadence spirituelle de la Chine à l'époque. C'est un homme qui va
poser comme deux traditions, dire qu'il s'inspire de tout ce qui a été fait avant, et en même temps, il va marquer son enseignement avec ses aspirations et apporter quelque chose de réellement nouveau. Et surtout, chose étonnante, il est aux sources de ce qu'on pourrait vraiment appeler un humanisme chinois. Le terme peut paraître étonnant, et pourtant, il y a vraiment un réseau de valeurs qui va essayer de créer, justement, dans le but de l'harmonie des relations humaines, qui met l'homme au cœur des préoccupations, qui refuse de parler des esprits ou de la mort, et qui donne vraiment une place à chacun, c'est-à-dire qui crée la notion de Yunti, de gentilhomme, qui, en fait, est une notion quelque part d'homme noble, on pourrait le dire comme ça, qui n'est en aucun cas lié à une noblesse de sang, mais qui est plus en fait un statut accessible par tous, par le travail sur les valeurs et les vertus dont on va parler à présent. Donc ces vertus, les 6 vertus principales que lui a identifiées, c'est l'humanité, qu'il appelle jeune, et on va revenir plus en détail dessus, la droiture, la bienséance, la sagesse, la loyauté, le respect des parents, celui de la vie et de la mort. Donc ça, c'est vraiment les 6 grandes vertus autour desquelles il va baser tout son enseignement, avec l'idée que chacun doit travailler là-dessus, parce que c'est à partir du travail de chacun qu'on peut créer un État, une collectivité qui va bien fonctionner. Donc c'est en fait de la vertu individuelle que va naître le bien-être et le bon fonctionnement collectif. Et au milieu de tout ça, il y a un concept qui est absolument clé, qui est la bienveillance. Et du coup, je te propose d'en dire un mot, Joël. Voilà, je pense que ça, c'est une très bonne manière de faire une transition. On est pile dans les temps, 17h12. C'est le moment où on doit basculer. Merci beaucoup. Et tu peux rester avec nous. Tu peux rester avec nous parce qu'on continue sur la Chine, Camille. On n'avait pas une demi-heure, Michel? Non, c'est OK. Merci beaucoup de ta présentation. Tu voulais dire encore un petit mot de conclusion, mais vraiment 30 secondes, pas plus. Extrêmement rapide. J'essaie de réfléchir. Juste un petit mot quand même, c'est de dire que donc cet héritage s'est beaucoup, on va dire, propagé dans le temps. Et en fait, c'est quand même assez intéressant de faire appel à cet héritage à la fois taoïste sur le mode d'action et en fait confucéen sur les valeurs et la façon dont on va travailler les vertus pour les mettre au service du développement du collectif, donc les vertus individuelles, pour se poser des questions aujourd'hui sur les écarts qu'on peut constater entre la vision occidentale et la vision chinoise. La place de la Chine dans les relations internationales, une mode un peu stratégique, ce qu'on disait, la souplesse idéologique du Parti communiste chinois. En quelle mesure est-ce qu'on peut en voir un lien avec les fondements idéologiques de départ de la Chine, la vision philosophique, le rapport peut parfois compliqué de la Chine avec les droits de l'homme et la façon dont Confucius en fait pose un référentiel alternatif. Et de la même façon, donc ça vient éclairer un peu toutes ces questions-là. Et de la même façon, il y a des potentiels culturels intéressants pour la pensée chinoise qui sont peut-être à explorer. Le rapport entre la Chine et l'environnement, on a parlé du naturalisme et de la place effectivement de l'harmonie, on va dire au sens large, dans la pensée chinoise et donc le développement durable comme fond culturel chinois. Est-ce qu'il y a des choses à aller chercher de ce côté-là? La question de la morale ou spiritualité laïque universaliste qui est aussi posée côté chinois et qui pourrait être intéressant dans les temps modernes où il y a aussi des recherches à ce niveau-là, où on est en train de réinventer des modes de rapport au monde. Et enfin, une pensée de l'action qui peut être adaptée à la complexité du monde, au moins en partie. Et tous ces héritages-là sont vraiment interrogés et le sentiment qu'on a eu avec Zoé en préparant ça, c'est qu'il y avait vraiment quelque chose d'intéressant à aller creuser de ce côté-là, dans les profondeurs de la pensée chinoise.